Five Stars, épisode 2. On reste à Douk on va parler d'un gros babard, comme on aime bien, un pivot blanc du nom de Kyle Filipowski, qui est aussi un sophomore, donc qui a décidé de faire une année supplémentaire. Et pour ce faire, c'est encore Hugues et Manu qui m'accompagnent pour vous faire le profil détaillé et ciselé, comme d'habitude, de ce joueur que l'on attend quand même assez haut. Essayez de vous dire aussi comment ça s'est passé la saison dernière. Tout ça, ça va être présenté maintenant. On est parti. Messieurs, comment allez-vous? Bah écoute, ça va. Hugues, toujours en content forme? de revoir du basket moche NCAA. Ouais, moi ça va très très bien aussi. Kyle Filipowski, pourquoi pas. Partons dans les grands mecs comme ça, en espérant qu'ils fassent des meilleures carrières que des Leitner, des choses comme ça. Alors Hugues, j'ai maintenant du coup un petit peu d'appréhension parce que tu t'es aussi chargé de nous dire qui est cet homme. Et après cette masterclass que tu nous as fait sur Tyrese Proctor, j'avoue come on. que j'essaie, je m'attends à tout. Je me prépare psychologiquement, mais je crois que même en étant préparé, je serai toujours surpris. Ah, vous n'êtes Donc, pas prêt, hein. C'est à toi, c'est ton moment. Feu patate. Ah, mais comme disent les jeunes, vous n'êtes pas prêt pour cette masterclass, hein, de gros craquitos, hein. J'ai les termes, par pitié, fermez mon micro. Non, mais je vous ai préparé un 94 pieds avec Hugues de Halle, hein, en hommage à Jay Bilas. Encore une fois, Ben, si tu nous écoutes, elle est pour toi, celle-là, vive le Québec. Et donc, je vais vous présenter 3 facts sur Kyle Filipowski. Il y en a un seul de vrai, et c'est pas évident. Attention, concentrez-vous bien parce que c'est vraiment pas évident. Le premier que j'ai, c'est que Kyle Filipowski, sa série préférée, c'est Kyle XY. Ouais. C'est attention parce que celle-là, elle peut être vraie. Elle peut être vraie. C'est vrai. La deuxième que j'ai sur Kyle Filipowski, c'est qu'il a un cousin qui s'appelle Philippe Lachaud. D'ailleurs, ça se voit dans le nom de famille, c'est très très proche. Oh punaise. Ouais. Et la dernière, parce que peut-être que celle-là elle est vraie, peut-être qu'elle n'est pas vraie, c'est que c'est un pivot sophomore qui joue pour Duke, qui fait donc 7 pieds, donc on est sur du 2 mètres 13, qui fait 104 kilos, qui est né à New York, où il a fait son lycée avant d'aller dans le Massachusetts, qui était un des top lycée, enfin top des joueurs du lycée en sortant de high school, et qu'il était noté 4e, 5e dans une équipe de Duke avec énormément de talent. On avait parlé de Derek Lively, maintenant NBA. On avait parlé de Tyrese Proctor dans un podcast précédent. Et ce joueur-là a été, attention, toujours dans un fact, hein, c'est peut-être faux tout ce que je dis, hein. Il a été élu meilleur joueur du tournoi ACC, il a été élu rookie de l'année. Et puis, pour rester dans un fact, toujours un fact, possiblement faux, hein, il a aussi un frère jumeau qui joue à Harvard au basketball. Il a des parents qui joueraient aussi au basketball, enfin qui ont joué au basketball, et il se serait fait refaire pendant l'été des hanches. Notamment, il se serait fait abaisser les hanches qui lui faisaient énormément de douleur l'an dernier. Et ce serait peut-être pour ça qu'il ne serait pas allé à la draft. Et cette année, du coup, il a des hanches plus basses, il est plus explosif, plus rapide, plus puissant, il n'a pas de douleur. Voilà. Alors, à votre avis, lequel est vrai? On va partir sans la dernière, même si la première peut être vraie, hein. Manu, t'es d'accord, la troisième aussi? Oui, parce qu'en faisant des recherches, j'ai appris qu'il s'était fait refaire les hanches. Ou tailler les hanches. C'est shave the hip, je sais pas trop comment traduire ça. Ouais, c'est assez étonnant, mais raser les hanches, ça sonne bizarre. Faudrait demander à un chirurgien ce qu'il en est vraiment. Et tu sais, moi je le voyais bien avec un petit maillet là, et qu'il retaille le truc au bord pour faire un truc ciselé. Ça faisait très très peur, quoi. Enfin, franchement, Richet Hips, ça m'a un peu glacé le sang. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais ouais, vous avez raison, les gars, bravo, hein. Vous avez été des fins enquêteurs, des fins limiers. C'était bien la troisième qui était vraie. Donc bien joué à tous. Donc Manu, Hugues l'a dit, c'est un sophomore, donc il a joué déjà l'année dernière avec Duke. Qu'est-ce que ça donnait en année 1, l'ami Kyle?
Allez, c'est un joueur qui a été titulaire aux côtés de Lively, où il a piqué la place à Lively au fur et à mesure de la saison. Et c'est un joueur qui touche beaucoup, 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 beaucoup le ballon. Il a un taux d'usage de quasiment 30%, ce qui est juste fou. Et en fait, ce qui explique ça, c'est son rôle sur le terrain en attaque, où c'est un mec qui fait du end-off, qui fait du posage d'écran, de la passe high-low, voilà, il touche la balle au poste, il touche la balle à 3 points. En fait, c'est vraiment un espèce de point d'ancrage dans la circulation de balles à Duke. Donc, c'est ce qui explique ça. Et défensivement, c'est vraiment un gars qui s'occupe des grands par sa taille, qui est à 2,13. Donc, c'est assez impressionnant de le voir. Très, très grand. Et c'est vraiment ça. Même si, ce qui est intéressant, on en reviendra peut-être plus tard, c'est sa capacité à pouvoir plus ou moins switcher et ne pas perdre le duel face à des joueurs beaucoup plus petits, des meneurs notamment, où il arrive à plus ou moins les cadrer et à bien gêner les tirs. Donc ça, c'est intéressant de voir ce rôle-là qu'il a encore. Hein. Ils ont fait la copie-coller, ils se sont dit ça a fonctionné l'année dernière, on va recommencer. Et du coup, c'est le rôle qu'il occupe cette année encore, à voir si ce sera suffisant pour décrocher une place en loterie. Donc là, tu m'as parlé d'un joueur très polyvalent, capable un petit peu comme les pivots modernes en NBA pas mal font, savoir un côté un peu organisateur de jeu, créateur de jeu même. C'est vraiment ça son ticket d'entrée pour la NBA? Pour moi, ça va être plusieurs choses. Ça va être le tir, parce que c'est vraiment ça qui le rend spécial. En fait, c'est quelqu'un qui apporte du spacing à son équipe, donc c'est quand même assez intéressant. Notamment NCAA, où c'est très très rare de voir des grands comme ça pouvoir bouger à l'extérieur et apporter du scoring à l'intérieur. Mais c'est ce qui va falloir qu'il travaille. Donc c'est ça, parce que la réussite n'est pas dingue. Il a moins de 30% l'année dernière. Et cette année, sur 3 matchs, il est à 24%. Donc voilà, il sait le faire, mais il faut améliorer un peu les choses. Et ça peut arriver, parce que pour un grand, il fait 77% sur les lancers francs. Donc ça veut dire qu'il a quand même la mécanique, il a sa gestuelle qui est là, qui est présente. Donc il a les bases de son tir. Donc il va falloir qu'il travaille quelques éléments avec son prochain staff. Et là-dessus, moi, je suis assez confiant. Et l'autre chose sur laquelle je capitalise chez lui, c'est ce qui est assez qu'on voit pas forcément, c'est sa passe, sa vision. Je le trouve vraiment un peu sous-coté là-dessus. Il arrive, de par sa taille, à avoir une vision en fait du terrain qui est beaucoup plus globale, et il arrive à trouver vraiment des bonnes passes pour des tirs ouverts, que ce soit sur le côté ouvert avec lui ou sur le renversement. Et je trouve ça vraiment intéressant. Il l'a montré notamment hier soir contre Kansas. Des passes comme ça où il arrive à trouver ce fameux renversement une main. Et j'espère qu'il va capitaliser là-dessus, parce que ça peut le rendre vraiment, vraiment intéressant au niveau supérieur. Ouais, Hugues, on achète ça aussi, ou t'achètes d'autres choses chez Kyle Filipowski? Globalement, je suis assez d'accord avec Manu, le tir. Alors par contre, moi j'ai des stats un peu différentes sur le tir. J'ai un 37% cette année. Alors peut-être que ça prend pas en compte certains matchs, mais normalement si. Je le trouve bien plus à l'aise quand même cette année sur le pick and pop, sur l'attraper et tirer en catch and shoot. Ça s'explique aussi peut-être justement le fait d'avoir taillé les hanches là, hein. Parce qu'il disait l'an dernier qu'il avait hyper mal, que c'était très douloureux de plier, de s'abaisser, et il a été quand même dominant en attaque. Peut-être que pour le tir, ça peut beaucoup jouer. Donc on va voir si ça se confirme dans l'année. C'est Filipowski, si tu le prends à la draft, t'as de l'attaque quasi immédiatement. Il sait globalement tout faire offensivement dans du scoring. Pick and roll, il sait poser des bons écrans et rouler. Il sait slipper et rouler. Il sait jouer au poste bas avec capacité à finir des deux mains, à tourner sur les deux épaules, donc à faire tomber beaucoup de fautes. C'est vraiment un très 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 bon attaquant, et je suis d'accord avec Manu aussi sur la passe, bonne vision de jeu. La balle elle colle pas aux mains, très fluide, donc dans le moule pivot
très offensif. J'aime beaucoup. Quel était l'intérêt, selon vous, pour lui, de retourner une année de plus en NCAA? Parce que c'était quand même un garçon qui était quand même souvent annoncé au minimum entre 20 et 30 l'année dernière dans les mock drafts, très souvent. Moi, ça m'a un peu étonné, hein, pour vous dire la vérité, qu'il n'y aille pas l'année dernière. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé un peu ce choix et qu'est-ce qu'il s'est dit, je vais travailler pour être sûr d'être pris au premier tour l'année prochaine, enfin, en 2024 du coup. Je sais pas si c'est un écran de fumée ou pas, mais je regardais une interview l'autre fois où il disait que justement, dès la March Madness, dès l'élimination à la March Madness, il avait décidé de revenir. Donc il a même pas attendu les premiers retours ou tester sa cote en NBA. Pour lui, il avait décidé déjà après c'est ce qu'il dit, hein, est-ce que c'est un écran de fumée ou pas, il avait décidé de se faire opérer et de revenir. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est que le mec, il a fait une opération qui l'a écarté du jeu pendant 6 mois. Donc, forcément, s'il s'était prévu et normalement, il aurait pas dû jouer l'an dernier, hein. Sean Scheyer a dit, il a insisté, mais il aurait pas dû jouer. C'était trop douloureux et on l'avait déconseillé de le faire. Mais si tu sais que tu as 6 mois de récupération, les franchises NBA vont pas t'acheter. Elles Ouais. vont te laisser passer. Donc, c'était un peu obligatoire et il revient. Et en plus de ça, Manu, tu me diras si tu es d'accord ou pas, c'est que l'an dernier, il y a Derek Lively. Donc, même s'il a beaucoup joué pivot, il a beaucoup joué en fait en aide défensive dans des rotations en fait, il lâchait les 4 pour venir aider sous le cercle. Alors que cette année, il est vraiment vrai pivot avec Mark Mitchell à côté sur les séquences au moins d'entrée de match. Et donc, on peut le voir défendre sur des pick and roll face à des très grands quasiment tout le match. Sauf quand il y a Joe Young sur le terrain où il revient sur un rôle de deuxième lame, de deuxième rideau. Mais ça aussi, les franchises NBA vont vouloir voir sur des mecs de sa taille. Parce qu'en dernier, il a dominé sur beaucoup de mecs plus petits que lui. Qu'est-ce qu'il peut faire des deux côtés du terrain? Manu, en préambule, disait qu'il était plutôt intéressé justement par ce côté défensif, cette capacité à rester devant même des joueurs plus petits et donc censés être plus vifs, plus habiles. Est-ce que là, les premiers matchs, on est un petit peu dans cette vibe-là aussi? Ouais, il arrive à pas être un point faible en fait. C'est ça, c'est assez Ouais. intéressant. Même sur des joueurs qui sont quand même qui peuvent être beaucoup plus rapides que lui sur sur les lignes arrières, il arrive à cadrer en fait, même si sa pose d'appui est assez limitée. Je reviendrai peut-être là-dessus après, où en fait il fait des petits pas, mais comme il est grand, il a des plus grandes jambes, bah, finalement le travail de corps qui suit fait la différence. Mais ça, j'aime vraiment beaucoup après avoir sur des athlètes décuplés, qui sont plus forcément des joueurs NCAA, comment ça peut se traduire. Moi, il y a un chiffre qui m'étonne un petit peu par rapport à son physique, c'est son pourcentage de contre que je trouve relativement faible. Il était l'année dernière à 2,6. Ouais, mais l'an dernier, t'as Derek Lively. Ouais. Forcément, ça joue beaucoup parce que l'autre, c'est un pogostique qui met que des gifles, tu vois, c'est un volleyeur. Là, cette année, il est un peu plus responsabilisé. Après, autant sur l'extérieur, je peux rejoindre Manu, j'aime bien sur la trappe, l'orientation, etc. Autant pour le moment, il est tout mou, hein. C'est un ours en guimauve. Il se fait enfoncer par la plupart des mecs. D'ailleurs, on voit au rebond, hein, ça se voit beaucoup dans le rebond. Ils lui montent tous dessus, les pivots adverses dans son dos, ou bien ils vont lui mettre des chocs, il va reculer. Donc, il a du bidou. Ça aussi, ça s'explique peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu de préparation physique pendant tout l'été. Il va falloir remettre en forme, et la NBA sait très très bien le faire, donc on va pas non plus se surinquiéter. Mais sur la protection de cercle pure, on va quand même attendre d'un pivot, et sur le rebond, ça peut être mis en défaut. Il peut un peu rappeler dans le jeu de la comparaison trop hâtive, et on va lui souhaiter ça, hein, un Nikola Vucevic, tu vois, qui au début était pas assez physique, etc., qui est devenu un bon rebondeur, mais qui est pas non plus un protecteur de cercle, mais qui va de l'autre côté, par ses touches de balle, par son spacing, de mettre 2 fois plus de points, et donc tu vas l'accepter. Je pense qu'il sera jamais un protecteur de cercle de toute façon. Parce que même s'il est grand, il n'a pas de verticalité pour répondre aux attaques adverses en fait. Donc pour moi, il le sera jamais. Un véritable protecteur de cercle contreur. Manu, tu nous as vanté sa qualité de passe.
Est-ce que c'est vraiment, il a ce côté un petit peu comme c'est un peu à la mode en NBA on recherche toujours, on fait un peu c'est une copycat league, donc là c'est un peu la recherche du prochain Jokic, donc on nous vend un peu Alperen Sengun, etc. Est-ce qu'on est dans cette même qualité de passe que ces deux joueurs nommés ou qu'il y a quand même, on est un petit peu sur un autre profil quand même? Bon, il y a quand même 600 profils d'écart entre ces joueurs-là. Ouais, forcément. Non, Filipovski, c'est vraiment un passeur simple. Voilà, si c'est pas quelqu'un qui va pouvoir lancer un alley-oop, par exemple, tu vois, comme on peut Mm. faire les deux joueurs que tu viens de dire là. Ça va plus être. Moi, si tu veux le comparer à un grand passeur, ça peut être à la limite être un Joachim Noah, tu vois, Ouais. qui était vraiment un peu à l'avant-garde de ça, de ce pivot passeur à l'époque. Il doit avoir 15 ans maintenant. Ah, je vais Ouais, pleurer, putain, je vais ça pleurer. ça peut être ce genre-là, vraiment plus facilitateur, connecteur que véritable Playmaker. passeur élite. D'accord. Ça se retrouve, tu vois, dans les phases de poste bas, quand il est pris à deux, boum, la balle elle passe dans le corner ou dans le cut. Ça se retrouve quand le mec vient bien monter en défense sur les phases de hand-off, et ben feinte, je pars en dribble, la rotation elle vient et je kick. C'est vraiment des phases fonctionnelles très rapides du quick play qui lit vraiment bien. Parce que là, moi, dans ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que j'ai l'impression qu'on a affaire à vraiment un bon joueur, un joueur qui est capable de faire pas mal de choses pour sa taille et son gabarit, qui a un bon IQ basket, qui reste cependant assez limité sur son physique, qui n'a pas de qualité vraiment athlétique. Est-ce que ça, c'est très projetable en NBA, du coup? Moi, Ma- j'ai un peu peur. Moi, j'y arrive pas à le projeter comme ça, parce que pour moi, il y a trop de, je sais pas si, je pense que le mot lacune est un peu trop haut, mais il y a plein de petits points qui font que pour moi, il peut pas réussir en fait. Notamment sur la pose de pied où c'est beaucoup trop saccadé, le mouvement est beaucoup trop, est pas fluide. Donc, est-ce que c'est les hanches? Est-ce que c'est ça possible? Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment pénalisant parce que il va pas pouvoir prendre les directions et garder justement ce contact avec des joueurs beaucoup plus rapides. Et là, que ce soit même sur des 4 ou maintenant des 4 fuyants, on en voit beaucoup qui sont capables d'attaquer le cercle. Moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. C'est vraiment cette non-capacité à bien se diriger au sol qui me fait peur. Hugues, Ouais, t'es dans les mêmes craintes aussi ou t'as d'autres choses qui te viennent en tête quand tu penses à Kyle Filipowski? je suis plus optimiste, je pense, parce que l'apport offensif me paraît vraiment trop important et je vois peu de scénarios où il va pas pouvoir être efficace en attaque. Comme il tire, qu'il fait tomber des fautes et qu'il lit bien le jeu, pour moi ça peut jouer. Le problème qu'on puisse avoir, c'est que s'il est pas assez bon pour être un pivot titulaire au bout de 2-3 ans, on parle pas d'un freshman qui arrive Hmm. et hop, hein, on parle d'un pivot voilà, qui va se développer de 3-4 ans. Les pivots offensifs, c'est pas sur le banc, c'est pas la norme en NBA. Quand tu es un pivot backup, t'es un éboueur, tu vas faire du rim run et tu vas dunker. Donc s'il n'arrive pas à s'imposer, Ça, il fait pas il est incapable de faire du rim run. c'est ça. Incapable. C'est ça. Il a Donc pas s'il n'arrive le. pas à s'imposer en pivot offensif avec un jeu qui va être assez lent et assez centré quand même sur lui, ce qui fait beaucoup de si, mais il peut très vite disparaître parce que son profil n'est juste pas assez moderne là-dessus. Mais j'ai envie de croire que une équipe va faire le pari de se dire ok, j'ai un fort ball handler, je vais lui donner de l'espace, et ben je peux mettre Kyle Filipowski et à côté je vais mettre des ailiers forts rebondeurs qui vont bien défendre et qui vont mettre du catch and shoot et on va avoir un spacing exceptionnel et on va avoir des lignes de drive pour des arrières explosifs vraiment fortes. Donc pour moi il y a plein de contextes pour lesquels ça puisse marcher et je vais juste attendre de voir où il va tomber et j'ai quand même assez d'espoir là-dessus. Si vous étiez son agent, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de développer comme qualité? Corriger ou améliorer un point fort, hein? Sur quel point vous focaliserez vraiment, Hugues? De la muscu.
Il va falloir bon ça la NBA sait faire, hein, mais qu'ils prennent du coffre au niveau des hanches, du bassin, qu'il encaisse un peu mieux le contact et qu'il puisse, au moins être un pivot, tu vois, tronc, comme, les Nurkic, comme les Vucevic, comme les trucs en hitch que tu veux et qu'il puisse, être un défenseur, si ce n'est moyen, et puis à côté, tire, mais il va tirer donc ça va aller. Manu, t'as autre chose à lui proposer qu'un abonnement à Basic Fit ou pas? Ouais, moi, j'ai 2 points sur lesquels je lui dirais de bosser. C'est qu'il s'achète des moves au poste, parce que Ouais. là, il n'y en a absolument pas. Donc, c'est assez compliqué. Il est Oh, assez tu jures, intéressant sur le tu face-up jures. parce qu'il peut driver un peu, mais au poste, enfin post-up dos au panier, il est inexistant. Il a pas la capacité, il a pas ce footwork. En fait, j'en reviens à cette pose de pied. Il a pas ce footwork là qui est assez fluide pour pouvoir battre les défenseurs grâce à ça. Du coup, il y a ça et qui s'achète une caméra de recul pour les écrans retard parce qu'il n'arrive pas à prendre un seul rebond. Même si, en fait, c'est assez trompeur par rapport à ses chiffres. Il a des bons chiffres au rebond. Il a plus de 8 cette année, je crois. Ouais. Et dernière, il devait être à pareil 8-9. Mais il a aucune, il a aucune Technique de rebond, en fait. C'est ça? technique, le sens du saut. Quand il y a un adversaire, en fait, tu es sûr qu'il va pas sauter et qu'il va pas, il va perdre le rebond, il va pas aller à la bataille, il s'en fiche un peu. Donc, même si c'est des joueurs, des ailiers qui sont plus petits que lui, il y va pas. En fait, il n'a pas, et je reviens à cette verticalité, il n'a pas cette verticalité, ce jump là pour aller chercher les rebonds. Donc, c'est vraiment 2 points là qui moi, me posent souci. Je lui dirais, bosse ça, garçon. C'est vrai que sur le rebond, tu vois que si c'est un rebond long, mais on en revient encore à ces cas-là, hein, les Nurkic et Vucevic, hein, désolé pour les fans de ça, mais non, mais c'est que dès que le rebond il va être long, ça sort de sa zone et donc il peut pas le prendre, quoi. Là, on Mm. l'a vu, match hyper intéressant face à Arizona. Il est défendu par Keyshawn Johnson, l'ancien de San Diego State, des Aztecs, big up au papa d'Alan, et qui lui fait 10 centimètres de moins, hein, mais qui va lui prendre tous les rebonds et qui va lui mettre des pouces dans le dos, et du coup, tous les rebonds longs, il les capte. Et pareil pour ce que Manu disait sur le poste bas, moi je suis plus nuancé quand même, mais quand il est défendu par des mecs plus petits, il va être mais très costaud, il va être très en galère. Et ça, c'est un manque de musculature, pour moi, plus que de footwork. Et ouais, je rejoins bien sur le rebond aussi. Au niveau du meilleur scénario possible, vous le voyez dans quel genre de profil? Ça me paraît pas évident comme ça. Moi, quand vous me le décrivez, il y a pas un profil qui pop-up comme ça dans mon esprit. Mais je vous laisse être imaginatif, messieurs. Ouais, bah, je vais rester sur les gars que je cite, hein. Pour moi, Ouais. le scénario idéal, c'est un Nikola Vucevic. Je Mais je il a ce côté un peu, comment on pourrait dire, banger qu'ont les joueurs en hitch que tu cites ou pas? ouais, je pense qu'il y a un potentiel de vraiment, genre un mec à 20 points avec un gros volume de tir extérieur et puis il fait tomber les fautes. Donc, ouais, ouais, franchement, c'est un vrai un vrai scénario auquel je peux croire. Et quand je suis plus nuancé, c'est que tu vois, il y a pas de scénario offensif qui réussit bien en NBA. Donc soit t'es un top player, enfin un top, tu vois, genre un pivot titulaire fort comme les gars que je cite, soit tu disparais. Donc faut y aller, Kyle. Bonne chance. Manu, est-ce qu'il y a, alors toujours pareil, hein, comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'il y a un profil autre à qui pourrait te faire penser? Non. Enfin, j'arrive pas j'ai envie d'être méchant et dire Isaiah Todd, tu vois. Oh, Ouais. Ah oui, Bobby c'est méchant. Portis. Ah oui, des deuxièmes, ça sort la Mais j'ai caille. pas de, non, j'ai pas de nom qui me viennent en tête comme ça. Bobby Portis, Robin Lopez, tu as des mecs comme ça. Alors, il y en a Ouais, mais différents. Robin Lopez, c'est juste exceptionnel ce qu'il fait au rebond et aux protections de cercle. Ouais, ouais. Bah, Bobby Portis, il est plus grand, moins mobile, mais dans le genre de profil qu'avait. Bon, après, il a Yanis, hein, donc ça aide, mais qui va donner du spacing, qui va faire tomber des fautes, pas un gros défenseur, et qui arrive à exister en NBA. Ouais, mais il fait pas 6 pieds, 7 pieds.
Ouais, mais bon, il va pas, tu vois, ce mec-là, sans vouloir faire un podcast sur Bobby Portis, il va pas défendre, tu vois, il joue, «pivot» entre guillemets et il va pas non plus bien défendre donc même sur des petits, il switche pas donc Moi, alors, peut-être que c'est complètement à côté de la plaque. Je l'ai sans doute beaucoup moins vu que vous, messieurs, mais il y a un peu une vibe dans la description de tout ce que vous avez fait du joueur, un petit peu à la Luka Garza. Alors pas un peu dans le côté pas très athlétique, talentueux en attaque, mais qui aura du mal à exister si juste offensivement un peu. Est-ce qu'on n'est pas un peu là-dedans, dans le même, dans les mêmes problématiques? Alors, Luka Garza était un joueur NCAA fantastique. Hein. C'est ça, il y a aucun. On peut pas comparer les deux à ce niveau-là, mais dans le profil, si on les projette au niveau supérieur. pourtant Garza maintenant il tire à 3 points mais ça suffit pas. On va pas lui souhaiter, hein, parce que Ouais. Garza il a pas eu de chance, enfin il a pas eu d'opportunité non plus, hein. Il est tellement anachronique et pourtant il a développé le tir extérieur et il a maigri mais ce serait quand même bien triste, hein. On n'a pas parlé du côté psychologique du garçon. Comment il est sur le terrain? Est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un facile à coacher? Alors, on sait que on a appris qu'il avait des problèmes de santé, qu'il avait fait les efforts de ce côté-là. Est-ce que il y a des choses qui, justement, sur le fait de pas prendre d'air bond, est-ce que il assume sa part de responsabilité ou il a tendance à dire aux copains qu'il pourrait faire l'effort aussi? Manu? Moi, je vois pas. Bah encore, c'est difficile de parler sur ces choses-là à l'écran. Ouais, C'est des choses qui faut être dans la salle, faut ouais. les voir de Après, visu. quelquefois, Mais il a l'air assez impliqué dans l'équipe, dans ce qu'il fait. Tu vois, c'est pareil, je crois, quand il y a des coups de sifflet, le huddle, voilà, il est aussi il est vocal, il parle, il n'hésite pas. Sur les interviews que j'ai pu regarder ou lire, voilà, il est assez, il parle bien, ouais, je pense qu'il en a dans la tête. Donc j'ai pas vu de gros points négatifs dans l'attitude, genre je baisse la tête, des points de stress, ce genre de choses, tu vois. Il a un jumeau à Harvard, hein, ça peut bon alors il est pas son jumeau mais ça peut aider quand même, en termes d'éducation, tu vois? Il a été suivi, et puis ouais, c'est un gentil garçon, mais c'est un peu trop un nounours. Autant en attaque il te fait mal, autant défensivement tu lui rentres dedans et il s'excuse, quoi. Donc ça va falloir développer. justement, Hugues, vu que tu as la parole, je vais te la laisser. On imagine comment dans son année 1, en tant que rookie, notre ami Kyle Filipowski, et dans quel environnement idéal pour son développement? Bah, comme très souvent sorti de banc, jouer pour moi uniquement poste 5. On lui souhaite d'avoir des bons extérieurs. J'aimerais bien avoir des bons extérieurs qui savent bien se lâcher. Comme ça, lui, il va ouvrir des lignes de passe et ces mecs-là, ils vont les kiffer. Tu vois, les drivers, alors je sais pas qui on peut avoir dans ce profil, mais surtout en bas de tableau, mais ouais, une équipe qui va prendre du temps pour lui et qui va pas essayer de le faire courir comme un gros malade parce qu'il pourra pas et faites écarter le jeu, donner du spacing et il va briller. Question collégiale pour finir, question habituelle, j'ai envie de dire maintenant. On y croit comment en Kyle Filipowski? Après, je vais peut-être repréciser de ce qu'on entend par y croire. C'est-à-dire, est-ce que on pense que c'est un joueur qui aura plusieurs contrats NBA ou pas? Manu, Moi, j'y crois très très peu. très peu, très réservé. Hugues, Ouais, je vais être optimiste parce qu'on a fait 2 épisodes. Si on dit vraiment qu'ils sont tous nuls dès le début, c'est chaud, hein, parce que les gars, il va pas nous rester grand monde dans le top 20 sinon, hein, on va être vite en galère, hein. Mais non, je vais y croire. Je vais y croire et je vais l'acheter dans le top 20 quand même cette année. messieurs, merci beaucoup. Ainsi se finit l'épisode 2 sur Kyle Filipowski. Un joueur qu'on suivra bien évidemment, hein, tout au long de la saison parce que c'est quand même un joueur avec un potentiel offensif plus qu'intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous faire des retours aussi. On est toujours très preneurs de vos avis et on vous dit à très vite. Salut, salut messieurs. Arrivederci. Bye bye.